Ce live, il concerne un outil du yoga. J'aimerais bien vous en présenter sa définition. On utilise souvent un terme sanskrit lorsque l'on parle de la respiration. Et le terme sanskrit est le suivant, c'est pranayama. Et pranayama, c'est composé de deux mots simplement. C'est composé de prana et de ayama. Prana veut dire plusieurs choses. Prana veut dire l'air que nous respirons, veut aussi dire la respiration, et ça veut aussi dire le haut de la cage thoracique. Et ayama, c'est un mot tout particulier. Ayama veut dire un étirement conscient, un allongement conscient. Et donc il s'agit là de venir faire un effort conscient de manière à venir étirer la respiration, la rendre plus longue et plus régulière. Prana ayama, je répète, prana qui veut dire l'air que nous respirons, qui veut dire la respiration, qui veut dire la cage thoracique et qui veut aussi dire l'énergie vitale. Donc pranayama, c'est venir faire un effort d'étirement, d'allongement, d'amélioration de notre respiration et de notre énergie. Et j'aimerais vous expliquer comment on fait les deux ce soir, comment au travers d'une posture particulière et au travers d'une présence particulière, on peut améliorer notre corps respiratoire et notre corps énergétique. Donc juste vous dire, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de vous en dire un peu plus sur la définition du pranayama, vous plantez un petit peu le décor. Le pranayama nous vient évidemment du yoga, il est présent dans de nombreux textes. Et si on se réfère à l'un d'entre eux, comme par exemple les Yoga Sutras de Patanjali, le pranayama est un outil qui n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il nécessite une maîtrise de la posture. La maîtrise de la posture, c'est la capacité à marier son mouvement à sa respiration, à emmener son propre corps, sa propre respiration à son maximum, dans différentes fonctions, de manière à vivre différentes fonctions, dans différentes postures, de manière à vivre différentes fonctions. C'est-à-dire que les postures sont classées par catégorie en fonction de ce qu'elles apportent à la colonne vertébrale. Il y a des postures de fermeture, d'ouverture, de torsion et d'étirement latéraux. Il y en a d'autres, mais là sont les quatre principales fonctions que l'on peut vivre au travers de la pratique de la posture. Et chacune de ces mises en mouvement du corps, nourrissant la colonne vertébrale dans le sens de la fermeture, l'ouverture, la torsion ou l'étirement latéral, la mise en mouvement du corps est toujours soutenue par un effort respiratoire, par une inspire ou une expire. La respiration dans la posture est au service de la fonction. Lorsque l'on pratique une posture, il y a comme l'obligation d'activer sa respiration d'une façon bien spécifique, de manière à ce que la respiration provoque un mouvement et que ce mouvement vienne nous soutenir dans la prise en main de la posture de manière à vivre une fonction. Je vous dis encore une fois, je vous répète, soit une fermeture, une ouverture, une torsion ou un étirement latéral. Et donc, quand on parle de maîtrise de la posture, pour pouvoir pratiquer le pranayama, on parle essentiellement d'une capacité, d'une intelligence, à pouvoir mettre son corps dans les quatre fonctions, en choisissant des postures totalement appropriées, adaptées à la personne. Et au travers de ces mouvements, chacun d'entre eux doit en quelque sorte se soumettre à la respiration. C'est-à-dire que la vitesse du mouvement doit être dépendante de la durée de la respiration. Et le démarrage de chaque posture, le début de chaque posture, doit naître, chaque posture si vous préférez, doit naître là où la respiration démarre. Donc il y a comme une harmonie à créer, un mariage à créer, et de ce mariage, il y a une sorte d'absorption mentale. Le mental se trouve comme absorbé, présent, impliqué, et ainsi déconnecté des faits, du poids des préoccupations.
Donc au-delà du joli avantage, des jolis avantages physiques et physiologiques de la pratique de la posture, il y a aussi un avantage respiratoire et il y a aussi et surtout un avantage mental, celui d'inviter le mental à être là où on le souhaite lors de la séance, c'est-à-dire posé sur un corps, sur une respiration. Et le corps et la respiration, de par leur nature, eh bien, ils sont dans le moment présent. Notre corps est dans le moment présent, notre respiration est dans le moment présent. Et le fait de s'abandonner à ces deux matières, à notre corps physique, à notre corps respiratoire, le fait de se poser dessus pendant la séance, eh bien, on se relie sans le vouloir à l'instant. Le corps est dans le présent, la respiration aussi, le fait de se concentrer dessus, on est comme attiré, absorbé par le moment présent. On a une expérience de l'ordre du présent. Et ça nous coupe ainsi du poids, des préoccupations, des inquiétudes. Et là est une grande valeur là on a quelque chose de très important, si vous préférez, au travers de la compréhension de ce que doit être une posture, à nous apporter des avantages physiques, physiologiques et favoriser une belle présence mentale. Donc la respiration là-dedans, elle est là pour soutenir en permanence la rencontre avec notre limite corporelle, de manière à vivre plus intensément et plus respectueusement toutes les fonctions. Donc la maîtrise de la posture, c'est uniquement ça. Ça ne veut pas dire maîtriser la posture, ça ne veut pas dire être souple au point de maîtriser toutes les postures, savoir rentrer dans toutes les postures de référence sans compromis, sans simplification. Le sujet n'est pas là. La maîtrise de la posture, c'est la capacité à avoir une forme d'intelligence qui permet un mariage, un abandon physique à l'égard de notre respiration. Donc il y a une forme d'animalité qui doit s'interrompre en nous. On ne doit pas vouloir être gagnant, on ne doit pas vouloir dominer notre corps. On doit simplement avoir un acte d'humilité, celui de s'en remettre à sa respiration. La respiration devient le chef d'orchestre. Donc lorsque l'on sait faire ça, tout en ayant l'intelligence de mettre notre corps et notre respiration dans leurs propres limites, eh bien, quand on sait faire tout ça, on a alors accès à ce qu'on appelle l'effort juste, que moi j'appelle la maîtrise de la posture. Et le pranayama n'est pas accessible tant que l'élève, tant que le pratiquant n'a pas goûté à cette maîtrise, n'a pas goûté à suffisamment de présence mentale au travers de la relation au corps et à la respiration. Si on ne sait pas se relier à une matière aussi concrète et palpable que le corps, il sera alors très très difficile de se relier à notre corps qui est encore plus subtil qu'est la respiration. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre que le pranayama, c'est un outil fabuleux que je vais que je vais vous présenter là dans quelques instants, mais il n'est pas accessible à tous. Nombreux sont ceux qui n'ont pas du tout la démarche que je viens de vous présenter. Nombreux sont ceux qui mettent de côté la respiration et qui mettent uniquement leur corps en mouvement avec beaucoup de désir, avec une forme d'arrogance, d'agressivité, avec une forme d'attente, beaucoup d'attente dans sa relation au yoga, à la posture et à son corps. Et tant qu'on est là-dedans, on peut difficilement goûter à l'abandon, à l'humilité, au centrage. Et de ce manque d'abandon, d'humilité et surtout de centrage, il nous sera difficile d'avoir accès à toute la patience, à toute la présence que nécessite le pranayama. Le pranayama n'est rien d'autre qu'un temps durant lequel nous sommes en statique, avec les paupières closes, tout en activant la respiration. Il faut bien faire la différence. Et ça, ce n'est pas évident pour tout le monde, ce que je vais dire là tout de suite. Il faut bien faire la différence entre ce qu'est une posture et ce qu'est un pranayama. Dans une posture, c'est l'utilisation d'une respiration. La respiration est au service d'une fonction. Dans un pranayama, le corps est au service de la respiration. Vous comprenez, c'est vraiment deux mondes. Pour la posture, l'activité est purement physique. Et par conséquent, s'il y a respiration, c'est qu'elle est là pour soutenir la rencontre avec sa limite physique. Et dans l'effort respiratoire,
il y a la nécessité de favoriser l'allongement de la respiration, de tendre vers 100% de l'inspire et l'expire. Et pour cela, il faut qu'il y ait un corps totalement disponible dans une posture particulière, de manière à favoriser, à soutenir l'effort respiratoire. Donc, avant d'insister, avant de rentrer là dans le sujet qui vous a intéressé ce soir, avant de parler essentiellement du pranayama, il faut vraiment comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tenter de vivre le pranayama ou de tenter de l'enseigner tant que vous ne voyez pas chez vous ou chez ceux qui vous entourent lorsque vous enseignez éventuellement le yoga. Il n'est pas nécessaire d'introduire le pranayama tant que vous ne voyez pas dans votre entourage ou chez vous des personnes capables de vivre pleinement leur relation à leur posture, de vivre pleinement leur mariage mouvement-respiration, de vivre pleinement cet acte d'humilité qui nous amène à nous en remettre, à se laisser faire physiquement par notre propre respiration. Voilà. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais en quelque sorte insister. Et puis, le deuxième point, c'est revenir à la définition du pranayama et puis insister un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc je vous ai dit il y a quelques minutes que le pranayama, ce n'est rien d'autre, de par la définition, ce n'est rien d'autre que l'allongement en conscience de notre respiration et l'allongement aussi de notre énergie. On va pour cela utiliser une posture toute simple qui va permettre un redressement de la colonne vertébrale et ainsi favoriser 100% de notre capacité respiratoire. On va éviter si possible de s'allonger sur le dos, on va éviter si possible de faire comme moi en ce moment, de m'appuyer contre un dossier, on va essayer d'avoir un dos droit, bien redressé, sans soutien contre le dos. Idéalement, on va s'asseoir sur une chaise de manière à ne pas être gêné par d'éventuelles gênes articulaires dans les pieds, dans les genoux. On va s'asseoir sur un tabouret, on va s'asseoir sur un rebord de lit. On peut toujours s'asseoir par terre, c'est possible. On a souvent l'image du pratiquant de l'effort respiratoire en conscience comme étant assis par terre, les jambes croisées. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas mauvais en soi, mais dans un contexte européen, il faut bien comprendre qu'être assis, les jambes croisées, ce n'est pas forcément accessible à tous. Et puis, je vous le rappelle, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il faut que dans le pranayama, la posture soit au service, vraiment au service de votre effort respiratoire. Et votre effort respiratoire, votre pranayama, c'est un temps durant lequel vous activez la respiration et surtout un temps durant lequel vous activez le mental. Donc si nous devions avoir quelques gênes articulaires au moment de l'effort respiratoire, eh bien c'est une distraction en fait. C'est une distraction et le corps ne fait plus son travail. Le corps ne nous permet plus d'être au service de la respiration. Peut-être sur le plan physique, mais pas sur le plan mental. Quand le corps fait mal, c'est une distraction mentale et on ne peut plus faire son travail, c'est-à-dire on ne peut plus faire son effort respiratoire. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que je vous dis que le pranayama, c'est l'allongement de la respiration et l'allongement de l'énergie. Et l'allongement de l'énergie, c'est possible uniquement si on maintient le mental sur sa respiration. Je vais m'expliquer un peu. On dit souvent, en tout cas moi j'aime dire, que notre énergie vitale va toujours là où le mental se pose. Toujours. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez comme omnubilé par le futur, omnubilé par un passé, omnubilé par quelqu'un, eh bien, on pourrait dire qu'on subit en quelque sorte, dans ces conditions-là, une sorte de fuite énergétique. Notre énergie va toujours là où le mental se pose, toujours. Et pour interrompre cette fuite énergétique, ou pour la contrer, on peut toujours se permettre d'avoir accès à une alimentation très vivante, très énergisante. On peut toujours se permettre d'être en relation avec la nature pour un apport en énergie. On peut toujours faire l'effort de se défaire d'une pollution électromagnétique.
On peut toujours faire l'effort en conscience de se tourner vers des personnes, d'avoir un réseau social doté de personnes réellement énergisées, vraiment en bonne santé énergétique. Tout ça, ce sont de bonnes nourritures, mais si notre sac est percé, ce ne sera pas suffisant, et en tout cas pas efficace. Donc pour éviter ces fuites et un véritable gain énergétique, il faut, au travers de notre activité respiratoire, assurer une véritable présence mentale. Il faut réellement être là, paupières closes, totalement présent, concentré, posé sur le son de la respiration et vivre la respiration de l'intérieur. Autrement, si nous devions pratiquer le pranayama uniquement comme un effort physique, il y aurait malgré tout des avantages que je vais vous présenter dans un instant, mais l'avantage énergétique ne serait alors pas accessible, ne serait alors pas possible. Donc, notre pranayama, il est intéressant sur le plan, il est possible, accessible sur le plan respiratoire et énergétique, à condition d'avoir une posture très respectueuse de ces doubles efforts. L'effort respiratoire, l'effort musculaire et l'effort énergétique, l'effort mental si vous préférez. Une fois que j'ai dit ça, il faut une fois de plus bien comprendre qu'un pranayama, c'est tout effort qui permet l'allongement de la respiration en conscience. Donc une fois de plus, on peut s'intéresser à des techniques respiratoires, mais on peut aussi simplement s'intéresser à la logique qu'il y a là derrière. C'est-à-dire, quelles sont vos activités du moment qui favorisent en quelque sorte non pas la technique de pranayama, mais la logique du pranayama, c'est-à-dire l'allongement en conscience de votre respiration. Eh bien, par exemple, le chant, être en chorale, pratiquer le chant chez soi, seul ou en groupe au sein d'une chorale, favorise l'allongement en conscience de sa propre respiration, au moins sur l'expiration. On pourrait dire que le chant est très très proche, fait vraiment partie de la famille du pranayama. Évidemment, au-delà de ça, il y a autre chose que des ressemblances au pranayama comme la chorale, il y a de véritables techniques que je vais vous présenter dans un instant. Donc maintenant que je vous ai défini en quelque sorte le pranayama comme étant un effort respiratoire supposé favoriser l'allongement de l'inspire et de l'expire et aussi de l'apnée poumon plein et poumon vide, il faut bien comprendre que quand on parle de pranayama, on parle de 4 composantes respiratoires. On parle de l'inspire, c'est-à-dire l'inspiration, l'expiration, l'apnée poumon plein et l'apnée poumon vide. Et quand je dis pranayama comme étant l'allongement de la respiration, c'est l'allongement de l'inspire, de l'expire, mais aussi l'allongement de l'apnée poumon plein et l'allongement de l'apnée poumon vide. On parle de ça, quoi. On parle de ces composantes-là. On parle aussi de différents lieux respiratoires. Il est possible de respirer par la bouche, il est possible de respirer par le nez, il est possible de respirer que par une seule narine, il est possible de respirer par le quart ou par une demi-narine. Il y a, au-delà de ces différents lieux, il y a aussi le placement de la respiration. On peut favoriser des respirations abdominales, on peut favoriser des respirations thoraciques. Il y a différents lieux comme ça pour au final, toujours tendre vers le même objectif, celui qui se limite à la logique qui est présente au sein de la définition même du mot pranayama, qui est l'allongement de la respiration en conscience. C'est tout, quoi. Ce n'est que l'allongement de la respiration conscience. Alors, je vous ai dit il y a quelques secondes que le pranayama n'était pas fait pour tout le monde. Il fallait déjà avoir une bonne maîtrise de sa relation à son corps et de sa respiration au travers de la posture. Et cette maîtrise nous montre bien que le pranayama, finalement, se place très souvent après la pratique de la posture. On va pratiquer une séance pour sa santé générale pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, puis éventuellement pratiquer le pranayama. Ou
On ne va pas s'intéresser à sa santé générale, on ne va pas pratiquer pendant 1h30, on va juste se dire « Ok, je veux pratiquer un pranayama de 20-30 minutes par exemple. Par conséquent, je vais m'y préparer, on va s'y préparer à coup de posture. » Et dans ces conditions-là, les postures seront simples, totalement accessibles, et ce sera une petite séance de posture composée de 2-3 postures pour se préparer au fait d'être assis en statique le temps d'une demi-heure. Ça peut vous sembler simple, mais en vérité, ce n'est pas simple d'être assis avec un dos très droit, les épaules très ouvertes, très redressées. On va se préparer avec la respiration. Donc il faut en quelque sorte chauffer la respiration, la préparer, la tester, l'orienter. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément là avec l'envie d'allonger autant l'inspire que l'expire. On peut vouloir tendre vers des effets spécifiques. On a peut-être envie d'allonger plutôt l'inspire ou plutôt l'expire. Dans ces conditions-là, la préparation physique changera. On y mettra certainement des postures que d'ouverture si on veut préparer l'inspiration. On y mettra certainement que des postures de fermeture si on veut préparer l'expiration. Et puis aussi, et bien entendu, au-delà de la préparation physique et respiratoire que vont permettre nos quelques postures avant le pranayama, il y a intérêt aussi à bien se tester et à bien se préparer sur le plan mental. La relation à soi, la relation à la respiration, franchement, c'est compliqué, vraiment. C'est une petite période de souffrance pour de nombreux pratiquants à la fin de la séance. C'est une petite période durant laquelle les pratiquants se disent Ok, c'est le petit moment pour le prof, apparemment ça lui fait plaisir, moi ça m'ennuie, je le laisse dérouler son histoire, j'attends, mais pour moi ma séance est finie. Pour beaucoup de personnes, à la fin de la séance, c'est un petit peu comme ça qu'ils le vivent en vérité. La fin de la séance, quand le pranayama n'est pas placé intelligemment, c'est une petite période d'inconfort, c'est une petite période presque de souffrance en raison de l'impatience que peut provoquer l'invitation à se relier en silence à sa propre respiration. Pour certains, c'est une séance d'exorcisme, vraiment. Pour certains, le corps a envie de tout faire, sauf se poser là, être en silence, et puis un mental qui préférerait tellement gérer les préoccupations extérieures plutôt que de tenter de mettre le pied à l'étrier là, c'est-à-dire la respiration, pour basculer dans sa relation à l'âme. Donc tout ça, c'est loin d'être évident en fait. La relation à la respiration, ça se prépare vraiment. Et ça se prépare donc avec soi-même, c'est-à-dire se dire « Ok, je vais me rendre disponible, je ne vais pas pratiquer ma respiration en conduisant, je ne vais pas pratiquer ma respiration en faisant ma vaisselle, je vais respecter l'acte qui est de me rapprocher de moi-même, donc je ne ferai pas ça n'importe où, je ne ferai pas ça dans n'importe quel contexte, je ferai ça dans un contexte très respectueux de ma démarche, et puis se sentir engagé, quoi, le vouloir. Et puis une fois qu'on s'est fixé son heure, une fois qu'on s'est fixé son contexte de pratique, une fois qu'on s'est dissocié avec ses propres préoccupations et son entourage, on peut mettre en mouvement son corps. Une fois que la posture a préparé le corps, a préparé la respiration et le mental, alors l'activité respiratoire que l'on appelle pranayama sera bien plus facile, bien plus accessible. Et une fois que j'ai dit ça, on peut se dire quelle est la raison d'être en fait d'une activité respiratoire. Quels sont les bienfaits? Pourquoi s'intéresser autant à la respiration? Pourquoi vouloir se prendre autant la tête à respirer? Je vais essayer de répondre à cette question, je vais essayer de vous donner quelques éléments vous permettant de comprendre les avantages sur le plan physique et les avantages sur le plan mental. C'est quelque chose que je développerai davantage au travers de mes stages qui vont bientôt être là présentés dans les semaines à venir, mais je peux déjà malgré tout vous en dire un peu. C'est-à-dire, si on s'intéresse uniquement aux anciens textes de yoga, le pranayama est vu comme un outil de détox mental. On présente le pranayama comme un rabot venant raboter la couche épaisse qui est en nous et qui s'appelle conflit identitaire. Ou, si vous préférez, pour être plus clair, la couche épaisse qui est en nous, qui s'appelle la dualité. C'est-à-dire cette incapacité à voir autrement la vie
que sous l'influence de notre propre dualité, c'est-à-dire notre conviction de où est le bien, notre conviction de où est le mal, et qui génère en nous, qui provoque en nous différentes crises émotionnelles, différents sursauts émotionnels, c'est-à-dire lorsque nous sommes satisfaits, lorsque notre situation est en accord avec notre dualité, avec notre conviction de où est le bien, à ce moment-là, il y a une vague émotionnelle très positive. Lorsque nos convictions sont affectées, lorsque nous sommes là en train d'être convaincus que la situation est mauvaise, alors on a à ce moment-là des vagues émotionnelles relativement négatives. De cette vague ou de ces vagues émotionnelles, il y a comme un brouhaha intérieur qui empêche réellement la relation à son âme, qui empêche réellement la relation à sa vérité intérieure, à sa profondeur, à sa lumière intérieure. Et le pranayama a été pensé comme pour réduire tous ces filtres qui sont en nous, cette crise identitaire, cette dualité qui est très, très installée en nous, c'est-à-dire le fait d'être un petit dictateur en herbe, en fait, le fait de toujours penser savoir, de toujours être comme convaincu de où est le bien et le mal. Et pour essayer de voir la vie, pour essayer de se laisser comme éclairer par le monde, plutôt que de l'éclairer nous à coup de dualité, juste retrouver un peu d'humilité et se laisser toucher par la fréquence de la matière, des autres, des lieux qui nous entourent. Réussir à faire ça, réussir à être touché, eh bien il faut retirer les nuages, quoi. Il faut retirer la crasse, il faut retirer ce carcan qui est en nous, cette chose qui vient largement affecter notre relation au monde. Et cet outil qui est présenté comme le plus puissant, favorisant ce décrassage, c'est le pranayama. Dans tous les textes, le pranayama est vraiment vu comme un rabot, c'est vraiment le terme à utiliser, le rabot qui vient raboter au fil des pratiques nos émotions, nos conflits, nos bruits intérieurs, de manière à faire naître un autre bruit, un autre son, celui de notre intuition, celui de notre cœur. Donc, je le dis comme je le peux là, mais c'est vraiment un sujet puissant en vérité. Le pranayama, c'est compliqué. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir y adhérer, parce que je vous dis, c'est un peu comme essayer d'apprécier une bonne musique classique. C'est pas fait pour tout le monde en vérité. C'est un peu comme apprécier un bon vin. C'est pas fait pour tout le monde, savoir réellement apprécier un bon vin. Eh bien, la respiration, le pranayama, c'est pareil. C'est comme apprécier la lecture. C'est pas fait pour tout le monde, la lecture. Il faut, dans tous les cas, que ce soit le vin, que ce soit la musique, que ce soit la lecture, il faut de la pratique, de l'initiation, de la patience et du temps. Pour certaines personnes, il faut attendre 6 mois, 1 an de lecture pour pouvoir vraiment se laisser emmener par un roman. Et bien, de la même façon, il va falloir être patient, vraiment patient dans notre relation au pranayama pour espérer vivre ce que je suis en train de vous dire. Il va falloir vraiment prendre le temps d'être initié à cette culture yogique, à cet outillage yogique, et puis y aller avec beaucoup d'intelligence. C'est compliqué vraiment de présenter le pranayama parce que le yoga aujourd'hui subit une contraction culturelle. Vous voyez, un peu comme le vin aujourd'hui, le vin aux États-Unis subit une contraction culturelle, dans le sens où en France, on peut goûter à différents vins, du vin rouge, avec des couleurs à chaque fois différentes et des goûts différents. Et même lorsque c'est un vin venant d'une même vigne, tous les ans ça change, la couleur change et le goût change. Et ça c'est très très compliqué dans le sens où c'est difficile d'accès, ça l'a été pendant de nombreuses années pour les Américains, jusqu'à ce qu'ils puissent imposer au vin une contraction culturelle, c'est-à-dire un vin qui subit
des réglages, de par la technologie, de par la gestion de l'humidité, de par la gestion de la température, pour au final avoir un vin ayant toujours la même couleur et toujours le même goût. Et si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, comprenez aussi que le yoga a subi en quelque sorte, depuis qu'il a traversé les États-Unis, le yoga a subi en quelque sorte une contraction culturelle. Et aujourd'hui, beaucoup de pratiquants ont l'impression que l'expérience yogique est accessible tout de suite et maintenant. Et le yoga a subi une telle contraction culturelle qu'en effet, quelque chose est accessible. Mais l'essentiel n'est pas accessible. L'essentiel, c'est de réduire la névrose pour goûter à sa présence profonde. Et ça mérite un peu de patience, un peu de temps, surtout quand on veut y avoir accès en utilisant un joli levier, un bel outil qui est le pranayama. Donc, je vais continuer d'en parler du pranayama. Je vous invite fortement à le prendre en considération dans vos pratiques, dans vos vies. On dit souvent qu'il faut un minimum d'1 heure d'activité respiratoire par jour, que vous pourriez décomposer en 3 fois 20 minutes, par exemple, en 4 fois 15 minutes, par exemple, ou en 1 fois 1 heure, de manière à réellement sentir les effets physiques et profonds d'une telle activité respiratoire. Donc, non seulement c'est pas pour tout le monde parce qu'il faut être prêt sur le plan physique, il faut avoir un minimum de maîtrise de sa relation à son corps au travers de la posture, et puis malgré ça il faut être prêt, c'est-à-dire être seul, en silence, uniquement relié à sa respiration, tant que l'on n'en ressent pas les effets, on est en droit de se poser des questions, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je continue? Et c'est pour ça que je me suis amusé à mettre ça en parallèle avec la musique classique, avec la lecture et avec le vin. Voilà. Et je pourrais rallonger la liste évidemment, mais vraiment vous dire que c'est pas parce qu'on goûte au pranayama pendant quelques semaines qu'on doit obligatoirement avoir des effets. C'est pas parce qu'on a regardé un film, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé un film que le film est mauvais. C'est pas parce qu'on n'a pas eu quelques bonnes expériences au travers d'une pratique respiratoire que la technique est mauvaise ou d'un autre temps. Voilà, je pense que vous me comprenez, je pense que le message est assez clair. Donc je vais tenter de vous parler des effets. Donc, lorsque on a enfin accès à une discipline respiratoire à raison d'1 heure par jour, à raison d'une pratique quotidienne, lorsque l'on en est là, on est en droit de s'attendre à certains effets. Et je vous ai déjà dit il y a quelques minutes que le premier effet qui était mis en avant, c'était la réduction de nos névroses, de nos conflits, de notre dualité, de notre conviction de où est le bien, de où est le mal, de toute une animalité qui provoque en nous de la jalousie, qui provoque en nous des vagues de colère, des vagues de folie, des vagues de désir excessif, voilà, etc., etc. Donc le tout premier effet, si vous pratiquez le pranayama, si vous l'enseignez déjà, vous devriez être en accord avec ce que je dis. Voilà. Le pranayama est avant tout un outil de nettoyage. Le deuxième avantage auquel vous pouvez vous attendre, c'est la capacité à mieux tenir nos sens. C'est-à-dire que dans les anciens textes, on parle beaucoup d'un mental qui se trouve comme influencé par la pratique du pranayama, et c'est une partie du mental en fait qui est très proche de nos sens. Nos sens, c'est-à-dire nos sens sensoriels, et aussi ce qu'on appelle en yoga nos sens de l'action, c'est-à-dire notre parole, notre voix, notre système digestif qui commence par la bouche, notre organe sexuel, nos bras, nos jambes, tout ça on appelle ça les sens de l'action. Et on a les autres sens, les sens de l'information, et en fait, et on a encore un 11e sens qui est le mental. Et en fait, le pranayama est supposé favoriser une meilleure gestion, une meilleure maîtrise de nos 11 sens. Le mental, les 5 sens de l'action et les 5 sens de l'information. Nous sommes nombreux à, en quelque sorte, être dépendants de nos sens. Nous sommes nombreux à
à avoir une vie de divertissement. Nous sommes nombreux à ne pas vivre notre vie, en vérité. Nous sommes nombreux à ne pas réaliser notre destin. Et de cette non-réalisation, on a tendance à ronronner un petit peu. De cette rupture avec soi, de cette séparation avec l'âme, on a tendance à ne pas être sur sa route, à ne pas circuler, à ne pas voguer sur les mers, à ne pas vivre sa réalité profonde. Et on est ainsi, en quelque sorte, garé sur son parking à s'amuser avec l'équipement de sa propre voiture. On joue avec l'équipement de la voiture, on joue, vous savez, au lieu d'avoir les mains sur le volant et les pieds sur les pédales et de conduire et de traverser sa vie, au lieu de faire ça, on est souvent garé sous l'emprise d'une forme de léthargie, de dépression et compenser, on finit par compenser à coup de divertissement sensoriel, c'est-à-dire une vie remplie de choses pas forcément mauvaises, des choses intéressantes, des choses nourrissantes, mais qui ne sont pas du tout des élans de l'âme et qui sont plus de l'ordre du divertissement qu'autre chose. Donc mettre de belles choses devant nos yeux, mettre de belles choses dans nos oreilles, mettre de belles choses dans notre bouche. Vivre la sexualité comme un pur divertissement, voilà, se remplir de plaisir. Alors évidemment, se remplir de plaisir, il n'y a aucun problème à ça, on ne va pas juger quiconque qui s'abandonne à une activité apportant une récréation, un divertissement, un plaisir, mais une vie de plaisir, ça devient laid. Une vie de plaisir, ça devient triste, parce que c'est tout sauf la vie, ça, en vérité. Et le pranayama est une activité qui est supposée favoriser une sorte de tenue, une sorte de maîtrise. C'est comme une invitation à tenir les rênes de nos chevaux, de manière à orienter nos chevaux, c'est-à-dire nos sens, là où l'âme veut aller. On ne laisse pas les chevaux brouter à gauche et à droite, dans les allées. On reprend nos chevaux et on les invite à aller là où nous voulons aller. Voilà, c'est comme ça que devrait être la relation de nos sens et de notre mental à l'égard de notre âme. Nos sens sensoriels et nos sens de l'action et notre mental devraient être au service de l'âme. Et ça va être difficile d'être au service de l'âme si on n'a pas un minimum de discipline sensorielle et mentale. Et donc le pranayama est supposé favoriser cette bascule, ce développement de soi sur le plan sensoriel et mental. Alors pas toutes les parties du mental, mais la partie du mental qui est proche du monde extérieur, la partie du mental qui est proche de nos sens. Donc là encore, si vous pratiquez le pranayama, vous devriez être conscient de ce que je suis en train de dire, vous devriez être représentant de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire tenir plus que 5 secondes devant un bout de fromage posé dans le frigo. Tenir plus que 5 secondes devant un quelconque élan, quel qu'il soit, qui serait là sur le point de nous divertir au point de nous éloigner de notre mission de vie. Voilà. Ce sont là deux belles conséquences, deux belles conséquences du pranayama. Tant que vous ne vivez pas ça au travers de vos efforts respiratoires, vous êtes en droit d'exiger, d'avoir de l'exigence à l'égard de ceux qui vous ont enseigné ou à l'égard de votre relation à votre pratique. Tant que vous ne vivez pas un nettoyage intérieur, un calme, moins d'émotions, et tant que vous ne trouvez pas comme une meilleure tenue de vos sens, vous êtes en droit vraiment d'exiger, de vous questionner de manière à trouver le secret, le changement de relation à votre respiration qui devrait, tôt ou tard, vous faire vivre réellement les deux effets que je viens de vous présenter. Donc ça, c'est sur le plan mental et c'est sur le plan spirituel. L'outil respiratoire a des conséquences sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel et a des conséquences aussi sur le plan psychique et mental. Et pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, non.
à chaque séance. Il est possible que vous soyez là à vous prendre la tête pendant 2-3 essais sur 2-3 jours, mais au 4e ou 5e jour, vous devriez basculer. Et si ça n'a pas encore été le cas, il y a un problème, vraiment, il y a un problème. Ce serait dommage de continuer, ce serait dommage de perdre votre temps. Soit il est temps d'arrêter le pranayama et de rebasculer vers des outils plus accessibles, plus simples, qui vous prépareront dans un futur proche au pranayama, mais en attendant, on va juste arrêter. Ou soit l'outillage utilisé en pranayama n'est pas approprié. Voilà. Donc moi j'aime ces repères, j'aime les anciens textes qui nous donnent des repères. Pas la peine de fantasmer sur le fait d'être pratiquant de yoga, pas la peine d'être dans la croyance. Il faut du concret, il faut du réel. Et voilà 2 repères que je viens de vous présenter. Le premier, s'il y a réelle activité respiratoire, il y aura un réel nettoyage du mental, c'est-à-dire une personne de moins en moins sous l'influence de ses convictions profondes, c'est-à-dire de moins en moins sous l'influence de sa dualité. Et en parallèle, une meilleure tenue sensorielle, une personne qui se défait progressivement d'un besoin immature de se divertir, c'est-à-dire de s'éloigner de son destin, de passer à côté de sa vie, d'attendre à coup de, en quelque sorte, de masturbation. C'est vraiment le terme. Masturbation étant un mot symbolique, et vous prenez dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est vraiment l'idée. L'autre effet auquel on peut s'attendre au travers de la pratique du pranayama, ce sont des effets physiques, des effets physiologiques. La respiration calme, vous savez, le pranayama, ce n'est rien d'autre que d'allonger l'inspire et l'expire, l'apnée poumon plein, l'apnée poumon vide. Donc une respiration comme ça, aussi allongée et en conscience, ça provoque réellement le système parasympathique. Ça provoque réellement un calme sur le plan global, holistique. La respiration, ça repose sur une activité musculaire. Les muscles respiratoires ont la chance d'être soit involontaire ou volontaire. C'est un muscle qui est souvent involontaire, c'est-à-dire inconscient, et on peut le rendre volontaire. On peut décider de respirer en conscience. Et de cette activité respiratoire en conscience, on vient activer une bonne partie de nos organes qui sont habituellement involontaires. On peut vraiment avoir une influence sur notre rythme cardiaque, sur notre circulation sanguine, sur notre système nerveux et sur notre pensée au travers de l'activité respiratoire. Donc, l'activité respiratoire a une influence sur notre santé nerveuse, c'est évident. Un autre avantage, c'est que le diaphragme respiratoire, lorsqu'il est en mouvement, il vient fortement provoquer tout ce qu'il y a en dessous. Les intestins, le foie, la rate. Et le pranayama, c'est très amusant, le pranayama est vraiment un outil de détoxination. Il est là pour stimuler, encourager le bon fonctionnement de notre système digestif. Il est là aussi pour bien faire fonctionner nos émonctoires, tous ces organes qui favorisent l'évacuation des déchets. Souvent, on dit que la personne qui maîtrise sa respiration, réellement, ça se voit au travers de la couleur de ses yeux et de la couleur de sa langue. On dit toujours que quelqu'un qui pratique vraiment bien le pranayama finira toujours avec le blanc des yeux bien blanc et la langue bien rose. Et ça, ce sont vraiment des signes d'une bonne santé, d'un bon équilibre acido-basique, d'un bon système digestif, d'une mécanique qui est en marche, d'une mécanique qui vraiment ne permet plus l'acidose. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là avec les effets. La liste est longue, mais pour dire les choses simplement et efficacement, le pranayama a 2 effets, de la détox mentale et de la détox physique. Voilà, tout simplement. Donc j'insiste vraiment, parce que c'est nécessaire d'insister. Avez-vous accès à ces effets au travers de votre pratique respiratoire? Aimeriez-vous avoir accès à ces effets au travers de votre pratique respiratoire? Pour avoir accès à ces effets,
il faut s'approprier des techniques respiratoires qui doivent être justes, adaptées, appropriées à qui vous êtes, à votre endurance respiratoire du moment, à vos besoins et à votre endurance mentale, à votre capacité à pouvoir vous concentrer. Et pour cela, il y a toutes les techniques respiratoires qui ont été classées, qui ont été rangées par ordre de difficulté, du plus simple vers le plus intense. Du plus simple sur le plan respiratoire et mental vers le plus intense sur le plan toujours respiratoire et mental. Il y a dans ce classement deux principales catégories. La première comprend des techniques respiratoires, écoutez bien, qui ne nécessitent pas le contrôle des narines, c'est-à-dire des respirations que l'on provoque uniquement en respirant soit par la bouche ou soit par le nez. Et la régulation de la respiration peut se faire avec l'aide de la gorge, avec l'aide de la langue, avec l'aide d'un son, mais il n'y a pas de régulation de la respiration avec l'aide de la main posée sur le nez. Donc ça, c'est toute une série de techniques respiratoires, il y en a une bonne dizaine minimum, qui provoquent un allongement de la respiration, plus ou moins difficile, plus ou moins accessible, mais sans l'utilisation de la main pour venir réguler le passage de l'air au travers des narines. Et la deuxième catégorie, composée d'une bonne dizaine de techniques respiratoires, c'est une catégorie qui, elle, nécessite le contrôle de la respiration par les narines. C'est-à-dire, on va utiliser une position de la main bien spécifique, qui peut se faire tout simplement avec le pouce et l'index, mais qui traditionnellement se faisait un petit peu comme ceci. On va poser les doigts sur les fossettes nasales et on va avoir une narine qui sera, au moment de la respiration, en permanence bloquée, et l'autre narine qui, elle, subira une pression. Donc là, je fais comme ça pour la démonstration, mais évidemment, la respiration se fait avec une position de la main bien spécifique, très spécifique, de manière à avoir autant de pression d'un côté que de l'autre. Et je répète, ça permet ainsi un allongement de la respiration considérable, parce qu'au travers de cette technique, nous ne respirons plus par les narines, nous ne respirons plus par la bouche, nous respirons que par la moitié ou le quart d'une narine. C'est-à-dire qu'une narine est bloquée, je répète, et l'autre subit une pression de manière à faire passer à l'inspire ou à l'expire de l'air par le quart ou la moitié de la narine. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, cette catégorie composée d'une bonne dizaine de techniques respiratoires est très avancée par rapport à la première catégorie. Si vous étiez capable d'inspirer et d'expirer à hauteur de 8-9 secondes d'inspire et d'expire au travers des techniques précédentes, là vous allez aisément, mais aisément, doubler, voire tripler l'allongement de votre respiration. Mais allez-vous avoir l'endurance respiratoire et mentale vous permettant de traverser pleinement et tranquillement cet effort. Vraiment, cette avancée, c'est difficile. Alors vous êtes nombreux à avoir pratiqué le pranayama de cette façon-là. Ça, réellement, prenez conscience que ça permet de la concentration, mais pas plus. Ça, quand on appuie uniquement sur une narine, on inspire et on expire par l'autre, mais il n'y a aucun frein respiratoire. Là, je ne respecte plus le principe même du pranayama, qui est l'allongement de la respiration. Tous les outils que je suis en train de survoler là depuis quelques minutes, il faut comprendre que ce sont des techniques respiratoires pour se mettre au service de la logique respiratoire, qu'est le pranayama, c'est-à-dire l'allongement de la respiration. Tous doivent favoriser un allongement. Donc, dans ma première catégorie, là où je respire par le nez ou par la bouche ou à travers des sons, j'allonge la respiration et en conscience. Mais dans ma deuxième catégorie, il y a toute une autre série de respirations qui nécessitent une position de la main particulière qui, elle, doit favoriser un allongement de la respiration plus conséquent que les techniques appartenant à la première catégorie. Et ça, par conséquent, ça là, ça provoque rien. Rien d'autre
En tout cas, rien de plus que ceux que l'on peut vivre dans les pranayamas, dans les techniques respiratoires de la première catégorie. Donc dites-vous bien que ça provoque rien d'autre que de la présence mentale. De l'allongement de la respiration, c'est certain, mais pas plus qu'au travers des techniques respiratoires présentes dans la première catégorie. Il faut par conséquent s'intéresser à une méthode réellement traditionnelle qui est authentique, qui est l'effort suivant, c'est une narine bouchée, oui, mais l'autre subissant une pression, de manière à avoir un tout petit débit d'air et ainsi prendre beaucoup plus de temps pour inspirer et expirer. Et là, au travers d'un allongement de la respiration aussi conséquent, il vous faut une sacrée présence mentale, il vous faut une sacrée patience et il vous faut surtout une sacrée endurance. On ne respire pas plus quand on fait du pranayama, on respire moins, on prend beaucoup plus de temps pour inspirer et beaucoup plus de temps pour expirer. Et ça a des effets. Ça a des effets physiologiques, physiques et surtout mentaux. Ça permet vraiment de mettre le volume à zéro dans notre monde intérieur. Ça permet vraiment de mettre le volume de nos émotions à zéro, de manière à entendre la flamme, de manière à entendre la vie, de manière à entendre notre intuition. Donc voilà l'autre aspect de ce live que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire comprendre qu'au-delà de la définition, il y a des effets, et au-delà des effets, il y a des familles de techniques, et il y a essentiellement 2 familles. Et elles sont présentées dans un ordre bien spécifique, c'est-à-dire des plus simples vers les plus avancés. Et vous devez choisir la technique respiratoire la plus adaptée à qui vous êtes sur le plan physique, respiratoire et mental. Donc il n'y a pas une technique respiratoire meilleure qu'une autre. C'est comme si vous deviez aller dans un magasin de chaussures. Il n'y a pas une paire de chaussures meilleure qu'une autre. Tout dépend de qui vous êtes, de la taille de vos pieds et de ce que vous voulez faire avec vos chaussures. C'est tout. De la même façon, on va aller chercher la technique respiratoire en fonction de votre endurance du moment, de votre capacité mentale du moment, de manière à ce que ça puisse vous emmener mentalement et vous faire vivre quelque chose. Il y a bien souvent une difficulté à avoir accès aux bienfaits du pranayama parce que le choix de la technique n'a pas été suffisamment judicieuse. Voilà. Et au-delà du bon choix de la technique respiratoire, il faut aussi s'intéresser à l'adaptation de l'outillage. Avoir un outil, c'est bien, mais l'adapter, c'est mieux. L'adapter, c'est-à-dire adapter la technique sur le plan physique, respiratoire et mental. Alors sur le plan physique, on va faire le meilleur des choix, c'est-à-dire on va trouver une posture qui favorise une meilleure relation à sa respiration. Donc évidemment, je l'ai dit en début de live, évidemment, si vous faites l'effort de vous asseoir par terre avec un dos bien droit, c'est idéal. Mais si vous commencez à avoir des gênes articulaires parce que la position est trop avancée pour vous, vous passez à côté de l'effort principal, vous passez à côté de l'effet principal. Donc on va choisir une posture totalement adaptée. Donc idéalement, on a un dos bien droit, le dos dégagé, les épaules bien ouvertes, le menton légèrement rentré, une colonne vertébrale vraiment redressée, les méninges un tout petit peu sous tension grâce à un menton bien tiré, de manière à ne pas s'écrouler au fur et à mesure, ne pas s'écrouler sur le plan dorsal au fur et à mesure de la respiration, et vraiment une posture au service, vraiment au service du déploiement respiratoire et au service de la présence mentale. Donc assis par terre, je ne peux que vous féliciter, mais si ça vous provoque ce plan physique, laissez tomber. Si vous avez des gênes articulaires ou un dos trop faible, alors asseyez-vous avec le dos contre un dossier ou asseyez-vous sur une chaise. Et si vous êtes vraiment affecté par un dos trop fragile et une fatigue nerveuse, allongez-vous. Allongez-vous. Ce n'est pas le meilleur pranayama, mais c'est le meilleur pour vous. Voilà. Ce n'est pas le pranayama optimal, mais ce sera la position du corps optimale pour vous. Voilà, donc être vraiment à l'aise à l'idée de plier la matière, plier le corps pour qu'il soit au service de la respiration. Sortir des principes, sortir des recettes, sortir de l'idée toute faite qu'il faut absolument s'asseoir, les jambes croisées, le dos droit, tout ça, vraiment, on s'en fout. La logique principale derrière la posture, c'est qu'elle doit être au service de la respiration, c'est tout. Ça, c'est le point numéro 1. Sur le plan respiratoire, au-delà du bon choix, de la technique, on peut
orienter sa respiration de manière à ce qu'elle nous apporte quelques effets supplémentaires sur le plan énergétique. On peut s'énergiser un peu plus en augmentant l'allongement de l'inspire et en augmentant l'apnée poumon plein. On peut se calmer davantage, on peut activer davantage le système parasympathique en favorisant l'allongement de l'expire et de l'apnée après l'expire. Ce que je dis là, c'est très simple, vous êtes très très nombreux à le savoir. Et puis sur le plan mental, on peut saupoudrer le pranayama de techniques, on peut vraiment saupoudrer le pranayama de petites techniques de manière à rendre le pranayama un petit peu plus épicé, un petit peu plus vivant. On peut ajouter lors de l'effort respiratoire, puisque mentalement c'est compliqué à tenir, on peut rajouter quelques petits gestes. On peut par exemple, sur toute la durée de l'inspire, glisser le pouce le long de l'index. Sur toute la durée de l'expire, glisser le pouce à la base de l'index. On peut sur toute la durée de l'expire laisser la main s'ouvrir. Sur toute la durée de l'inspire, resserrer le poing. Bref, avoir des petits gestes qui n'influencent en rien la position de notre colonne vertébrale, juste des petits gestes qui viennent de nos extrémités, c'est-à-dire les doigts, ou des petits jeux de paupières, les paupières ouvertes à l'inspire, les paupières closes à l'expire, des petits jeux comme ça qui, mine de rien, vont favoriser un peu plus de présence mentale. On peut aussi injecter ce qu'on appelle du mudra, du symbole, c'est-à-dire des positions de main pleines de symboliques qui vont vraiment donner de la vie au pranayama. Mais ça, c'est délicat. C'est génial, mais c'est délicat. Il faudrait, pour que ce soit très efficace, que la position de la main ou le petit geste soit empreint d'une symbolique et que cette symbolique soit totalement alignée avec la sensibilité, la culture et la tradition de la personne. Ça pourrait vite devenir gênant, ça pourrait vite devenir un point de pression si nous devions injecter dans le pranayama un outillage n'appartenant pas du tout, une symbolique n'appartenant pas du tout à la sensibilité, à la culture, à la tradition de la personne. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas toujours convaincu de l'utilité des sons ou des chants sanscrits dans le yoga. Pas du tout convaincu de ça. Je ne suis pas du tout convaincu non plus de l'utilité de positions de main quasiment religieuses dans un cours de yoga. Pour beaucoup de personnes, ça crée des points de pression, ça impose de l'adaptation et ça crée un malaise. Donc, faire un choix d'outils venant provoquer plus de présence, c'est bien, à condition de se laisser éclairer par qui nous avons devant nous et de ne pas leur imposer notre sensibilité à l'égard de l'Inde ou à l'égard d'une forme de néo-religion. Voilà. Donc ça, je le pense sincèrement. Donc il y a beaucoup d'outils par conséquent que l'on peut faire naître, c'est-à-dire des positions de main qui vont vraiment symboliser des choses fortes. Moi personnellement, j'aime beaucoup inviter les élèves à mettre leurs mains comme ceci ou comme ça contre eux, une main comme ça, une main qui retrouve l'autre et qui vient symboliser en quelque sorte la relation à son âme, l'engagement à l'égard de sa voix intérieure. Et on pourrait dire à l'élève, à chaque fois que vous inspirez, vous serrez un peu plus les mains l'une contre l'autre, et à chaque fois que vous expirez, vous relâchez un tout petit peu la pression. Lorsque vous inspirez, ça symbolise que vous êtes prêt à vous engager totalement à l'égard de votre âme, c'est-à-dire vous êtes prêt à faire un coming out au point de parler et d'agir au nom de qui vous êtes, en toute conscience. Et lorsque vous expirez, que vous relâchez un petit peu la pression, c'est le symbole de vous capable d'assumer les conséquences, d'accueillir un mantra qui est très joli qui s'appelle le « ainsi soit-il ». Voilà, j'accueille ma création, j'accueille les conséquences suite à mes paroles et à mes actions qui ont été totalement sous l'influence de mon âme. Imaginez, c'est vraiment beau quoi. Vous faites votre pranayama, vous avez les paupières closes, vous respirez profondément avec la technique de votre choix, avec la posture de votre choix et vous vous mettez à chaque inspiration à visualiser le fait que lorsque vous serrez les poings, c'est le signe, c'est le signal de votre réconciliation avec votre nature profonde. Et à chaque expiration, c'est le signal d'un lâcher-prise, d'un abandon, d'un accueil face aux effets collatéraux, c'est-à-dire aux conséquences de vos actions. Actions qui étaient supposées être sous l'influence de l'âme. Voilà, donc tout ça pour vous dire que
il est très important de prendre en considération la posture, très important de prendre en considération l'effort à l'inspire, à l'expire, poumon plein, poumon vide, et de saupoudrer sa technique respiratoire de gestes neutres ou symboliques, de visualisation, si on peut rajouter de la visualisation, plein de petites choses qui vont vraiment donner de la vie, quoi, mettre de la vie dans l'effort respiratoire et vraiment mettre de la joie, nous faire un peu jubiler en vérité et nous rendre impatients lorsqu'il s'agit d'aller pratiquer la respiration. Et tant que toutes ces conditions-là ne sont pas respectées, il est vraiment difficile d'espérer vivre une véritable expérience. Voilà. Donc voilà, c'est une sorte de survol, on vient d'explorer en quelque sorte la définition de la respiration consciente que l'on appelle le pranayama. On vient de survoler les effets d'une telle activité. On a survolé les deux grandes familles des techniques respiratoires et puis nous venons de survoler la nécessité, voire même l'obligation de bien modifier, de bien adapter la prise de la posture qui est supposée être au service de la respiration, de bien modifier l'élan que l'on donne soit à l'inspire, soit à l'expire, ou soit aux deux, ou aux apnées, et de bien trouver les petits vêtements qui vont venir mettre de la lumière, mettre de la couleur, mettre de la vie dans l'effort qui est respiratoire et qui est bien trop souvent trop froid, trop technique, trop mécanique. Voilà. J'espère avoir confirmé en vous des choses que vous connaissez déjà, ou j'espère vous avoir un petit peu éclairé, j'espère aussi vous avoir un petit peu provoqué. Et cette présentation est là pour provoquer un peu et éventuellement pour regarder, quoi. Regarder votre relation, votre respiration. D'ailleurs, là maintenant, vous pourriez même vous amuser à vous donner une note sur votre capacité à être assis, les paupières closes, et à respirer en conscience plus de 6 minutes. Faites l'expérience ce soir, faites l'expérience demain matin, faites l'expérience quand vous voulez, isolez-vous, asseyez-vous dans la posture qui vous semblera la plus confortable, ayez les paupières closes, les épaules ouvertes, le menton légèrement rentré. Assurez-vous vraiment d'être isolé et disponible, engagez votre respiration profonde, en conscience, et mettez un minuteur, 6 minutes maximum, et regardez votre capacité à pouvoir poser votre présence, votre mental, sur votre corps respiratoire. Faites l'exercice, vraiment, faites-le. Allez vous mesurer à vous-même, allez prendre le poids de votre liberté. Pesez-vous spirituellement. Parce qu'une incapacité à tenir là, en lien avec sa propre respiration, pendant plus de 6 minutes, c'est le signe très net d'une incapacité à pouvoir se relier à ce qu'il y a dans la respiration. Et ce qu'il y a au centre de notre respiration, eh bien, il y a nous, il y a notre âme, il y a notre présence, il y a la vie. Donc, même si mes propos ne sont pas forcément aussi pertinents que vous l'aimeriez, allez vous asseoir dans un coin, paupières closes, mettez un petit minuteur, jouez le jeu vraiment, et allez vous regarder. Respirez profondément pendant 6 minutes et regardez à quel moment vous avez les mains sur le volant ou à quel moment le mental reprend le volant. À quel moment vous allez lâcher la respiration. Si vous tenez les 6 minutes, vraiment je vous félicite. Si vous ne les tenez pas, alors cela est le signe que votre vie ne correspond en rien à votre destin. Parce que ne pas savoir se relier à sa respiration, c'est ne pas savoir se relier c'est le signe d'une incapacité à se relier à ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire notre âme. Et ne pas savoir se relier à son âme, ça veut dire que nos choix ne sont pas intuitifs. Notre vision du monde ne dépend pas de notre intelligence intuitive.
Ça veut dire que nos choix reposent essentiellement sur de la mémoire, de l'imagination, de l'émotion, des convictions, un système de valeurs, mais pas plus. Et ce n'est ni bien ni mauvais, mais ce n'est pas vous. On ne vous voit toujours pas. Ce n'est pas vous. Pas du tout. Donc faites ce petit test, ça ne vous prendra que 6 minutes. Regardez-vous et au regard de ce que vous verrez, décidez, éventuellement décidez, de vous dire « il est temps de retrouver mes couleurs, il est temps de tenter une grande aventure, il est temps de mettre un peu de musique dans cette vie, de la vraie musique intérieure, et invitez-vous éventuellement à activer des choses dans votre vie comme n'importe quoi en fait, n'importe quelle activité qui va vous permettre de poser votre mental sur le réel, sur le moment, sur l'instant. La posture vous le permettra si elle est bien pratiquée. Et le pranayama, il est évident, il est certain que le pranayama vous le permettra tout autant. Le pranayama, c'est vraiment l'outil de détox majeur pour le mental. Mais il faut juste avoir la patience de tenir suffisamment longtemps avant de déclencher les sensations. Si vous êtes déterminé, sensible et intelligent, vous basculerez en moins d'une semaine, c'est certain. Si vous êtes bien trop sous l'influence de la léthargie et de l'agitation mentale, alors mettez de côté l'envie de pratiquer le pranayama et activez d'autres outils, tels que la posture ou autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est réellement important de comprendre que le pranayama est un outil majeur et le pranayama était le sommet, la vague principale, si vous préférez, des pratiques yogiques. Dites-vous bien que même si une pratique yogique, sur le plan postural, doit durer 1h30 ou 2 heures, ou juste 3/4 d'heure ou une demi-heure, peu importe, quelle que soit la durée de la séance de la posture, ça servait à une époque de préparation au pranayama. C'est-à-dire que toute l'intensité de la posture, que va pouvoir provoquer la posture, toute la nourriture physique, respiratoire, mentale que provoque la posture, était là pour être au service, non pas d'un narcissisme, mais au service d'une préparation au pranayama. Et le pranayama devenait alors l'effort principal. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire des personnes prêtes à s'asseoir, immobiles, les paupières closes, pendant plus d'1 heure, en vérité. Si la séance de la posture durait 1 heure, et si c'était vu comme une préparation, parce que c'est une préparation, c'est présent dans tous les textes, la posture sert de préparation au pranayama. Donc si vous vous dites que vous avez une séance d'1 heure de posture, dites-vous que dans un contexte traditionnel, cette heure-là n'était que la préparation au pranayama. C'est-à-dire que le pranayama durera au minimum 1 heure. Voilà. Et le pranayama était, lui, en quelque sorte, une préparation à autre chose. Et cette autre chose, c'est la méditation. Et la méditation, c'est quoi? C'est être dans un état de centrage favorisant une meilleure écoute de notre monde intérieur pour ainsi entendre l'appel du cœur. Ça, c'est la condition nécessaire pour méditer. Et le pranayama est un outil majeur qui sert de préparation à la méditation. C'est-à-dire faire taire absolument tous les bruits intérieurs, détoxiner le corps de manière à avoir un mental encore plus clair, n'est-ce pas? Il y a un lien, selon le yoga, étroit entre notre santé mentale et notre santé intestinale, d'où l'importance de pratiquer le pranayama. Et une fois que tout est propre, on peut, je dis et je répète une deuxième fois, on peut entendre l'âme, on peut entendre l'appel du cœur. Là, on est prêt, quoi. On est à ce moment-là prêt à danser avec la vie. Ça y est, le téléphone sonne. Ce n'est enfin plus du tout l'appel de l'émotion, l'appel de l'animalité. Non, c'est un autre type de téléphone. C'est vous qui êtes derrière la porte depuis trop longtemps. Et là, ça y est, vous entendez, ça tape à la porte. Donc cette sonnerie, ce tapage, vous allez l'entendre
et vous serez à ce moment-là en droit de décider de décrocher ou pas. Vous avez le droit, c'est un choix, vous avez le droit de décider, vous avez le droit d'avoir le courage, le panache, l'endurance de décrocher le téléphone. Et décrocher le téléphone, ça veut dire entendre réellement l'orientation que notre âme nous offre et s'y tenir, c'est-à-dire s'orienter vers un inconnu qui nous semble pourtant tellement juste, tellement aligné avec notre nature profonde, et ainsi orienter tout de notre vie en direction de ce que veut l'âme. Et ça, c'est un apprentissage qui prend du temps, celui de laisser le téléphone à l'oreille, ne pas se coucher, ne pas fuir, ne pas avoir peur, ne pas se vendre, rester là, droit. On avait appris à être droit au travers de la posture et du pranayama. La méditation, c'est l'art de retrouver sa colonne vertébrale spirituelle, celle qui permet d'entendre l'âme, de rester avec elle et d'aller tout au bout de l'aventure, tout au bout. Et tout au bout, il y a le point de fusion qui vous amène à comprendre la volonté de l'âme, c'est-à-dire vivre pleinement la fréquence de l'objet sur lequel vous aviez décidé de méditer. Pas vous, mais votre âme. Et tout au bout de cette aventure, il y a le ressenti total de la fréquence de l'objet. Une compréhension réelle. Et de cette compréhension réelle, tout de vous est touché. Tout. Toutes vos cellules sont touchées. Vous ne pourrez à ce moment-là plus faire semblant. La vie vous a appelé, la vie vous a montré. Il est maintenant temps, à ce moment-là, temps de faire son coming out spirituel. Vous ne sortirez pas indemne d'un pranayama et vous ne sortirez pas indemne d'une méditation. Et dans ce contexte-là, je vous invite, je vous appelle pour prendre le temps de vous regarder. Est-ce que votre pratique du yoga vous a emmené là, à cette capacité à entendre votre téléphone, à maintenir le lien et aller jusqu'au bout? Est-ce que votre pratique de yoga vous permet cela? Ou est-ce que votre pratique de yoga, physique et respiratoire, n'est qu'un moyen supplémentaire d'entretenir le calme en tant qu'esclave? Est-ce que votre pratique yogique vous permet de briser vos chaînes et vivre vraiment, vivre cette vraie aventure? Je suis vraiment persuadé qu'il est temps d'allumer la mèche, d'allumer le feu, et par conséquent de redonner de la vie à des outils qui ont plus de 4000 ans. Je pense que nous ronronnons à coups de yoga. Je pense que nous fuyons à coups de yoga. Donc vous, pratiquants, ou vous, prof de yoga, je vous invite à porter un autre regard et dans les semaines, dans les mois ou dans les quelques années à venir, utiliser ces outils pour faire autre chose que de la formation, pour faire autre chose que du stage, et pour faire autre chose que du divertissement, et pour réellement provoquer son système intérieur et provoquer malgré nous les systèmes extérieurs. Si ces propos vous semblent étranges, alors utilisez uniquement le yoga comme
comme outil de santé, comme outil de nettoyage mental, physique. Mais dites-vous bien que le yoga a été vraiment pensé pour une révolution, quoi, pour un changement, pour un accompagnement, l'accompagnement d'un accouchement. Nous sommes en pleine crise évolutive, j'en suis convaincu. Et nous pouvons accélérer l'accouchement, nous pouvons faciliter l'accouchement, à condition d'être prêt à s'ouvrir à une voie nouvelle, celle de la transformation. Donc je vous offrirai très prochainement, lors des 3 prochains mercredis, 2 heures à chaque fois de présentation de l'anatomie humaine sur le plan respiratoire, de la définition du yoga selon les anciens textes, des différentes techniques appartenant à la famille ne nécessitant pas de contrôle des narines et les autres techniques appartenant à la catégorie nécessitant le contrôle des narines. Je vous présenterai aussi la façon dont on peut construire des séances réellement efficaces. Et je vous présenterai ça non pas pour vous inviter à copier et à coller et à remplir vos stages, mais vraiment pour provoquer un retour à vous, pour provoquer le retour à eux et espérer développer suffisamment de sensibilité pour retrouver vraiment une intelligence intuitive, pour ne plus forcément faire ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Non pas par envie d'être contre le système, non pas par envie de combattre, mais juste pour être en vie, quoi. Juste pour retrouver cette cohérence. C'est possible maintenant, vraiment possible. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence. C'est un live un peu particulier parce que je vous ai présenté beaucoup d'aspects théoriques au tout début, en présentant les choses le plus calmement possible. Et je me suis retrouvé à être en quelque sorte de plus en plus aligné avec mon message et du coup très touché par ce message. J'espère que vous l'êtes tout autant. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute. Je vais, on va dire officiellement, arrêter le live ici. Comme au travers du live d'hier et d'avant-hier, si vous avez des questions, je serai ravi de laisser Julie prendre la parole et d'écouter vos questions et d'y répondre éventuellement. Voilà. Allez, je prends mes écouteurs, j'invite Julie à prendre la parole et me dire s'il y a des questions. Alors, bonsoir. Il y a une question. C'est une question d'Isabelle. Et Isabelle, elle pose une question plutôt pratique sur le pranayama. Elle te dit, elle te demande comment on fait en fait concrètement. Est-ce qu'on peut commencer un pranayama d'1 heure par juste allonger l'expire et l'inspire, et ensuite passer à du pranayama avec le contrôle des narines avec les mains, avec les doigts. Ok, c'est comment son prénom? Isabelle. Ok, merci Isabelle. Lorsque l'on s'intéresse à la gestion de la respiration par des techniques respiratoires présentes dans la seconde catégorie, lorsque l'on veut maîtriser sa respiration avec plus de résultats en quelque sorte, hein, vraiment la prise en main de la respiration avec la main sur le nez, c'est vraiment la Rolls-Royce du pranayama. Quand on veut faire ça, en général, il y a dans le pranayama, comment dirais-je, on appelle ça un vinyasakrama, c'est-à-dire une vague. Il y a toujours une phase de préparation, une phase principale et une phase de compensation. Je ne parle pas de la séance, je parle pas de la séance composée de postures et de contre-postures. Je parle vraiment de la séance dite de pranayama. Avant le pranayama, il y aura un peu de posture. Après le pranayama, il y aura encore un petit peu de posture pour compenser éventuellement. Mais dans le pranayama, il y a une vague. Et souvent, cet effort respiratoire nécessitant l'utilisation de la main pour contrôler le passage de l'air au travers des narines, se prépare avec des respirations simples, accessibles, appartenant à la première catégorie.
Donc, si on se prend, je ne sais pas moi, 20, 30, 40 minutes d'effort respiratoire avec la main sur le nez, il y aura un bon 10-15 minutes de respiration ne nécessitant pas l'utilisation des mains sur le nez. Et juste après l'effort principal avec la main sur le nez, on peut encore continuer l'effort respiratoire en lâchant le nez, en retrouvant des respirations plus simples et qui permettront ainsi de bien apprécier l'évolution respiratoire que l'on vient de s'offrir. Voilà, ça c'est lorsque l'on a bien maîtrisé la mécanique respiratoire, lorsque l'on a bien maîtrisé son corps, lorsqu'on est vraiment à l'aise, mais lorsque l'on n'est pas du tout à ce niveau-là, ce que l'on fait, c'est que l'on s'intéresse d'abord pour l'élève à bien maîtriser l'allongement de son expire sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Une fois que c'est fait, on l'aide à bien maîtriser l'apnée poumon vide. Puis on l'aide à bien maîtriser l'allongement de l'inspire, puis l'allongement de l'apnée. Et c'est seulement lorsque l'élève a une bonne gestion de sa mécanique respiratoire, au travers d'une ou deux techniques respiratoires très simples, comme la respiration par le nez en serrant pendant la gorge, une fois qu'on a une belle maîtrise respiratoire, alors on peut passer à autre chose, on peut passer à l'utilisation des techniques appartenant aux différentes catégories. Voilà. Voilà, Isabelle, j'espère avoir répondu à ta question. Julie, il y a d'autres questions? Oui, attendez. Pardon, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a une question de Lydia qui te demande est-ce que pendant la pratique du pranayama, il s'agit aussi de guider intentionnellement l'énergie vers tel ou tel endroit du corps? Tu peux relayer la question, s'il te plaît? Alors, lors des pratiques du pranayama, s'agit-il aussi de guider intentionnellement l'énergie vers tel ou tel endroit du corps? Oui et non. Lorsque l'on pratique un pranayama, le pranayama, sur le plan énergétique, sur le plan mental, se suffit à lui-même. Un pranayama, ça nécessite toujours beaucoup de présence, beaucoup de présence. Un pranayama, c'est vraiment chaud bouillant, hein. En termes de présence, c'est compliqué. On est immobile, on est stable, on est fixe, on est redressé, les épaules ouvertes. Ça se tient, ça, comme posture, c'est pas évident. Et puis, on doit engager la respiration, on l'allonge en permanence, on va toujours toucher sa limite respiratoire à l'inspire, à l'expire. Et on le fait avec une technique bien spécifique. Vous savez, vous avez compris, on a à peu près une vingtaine, et puis on va faire son choix. Et puis, il y a aussi le placement de la respiration. On doit toujours placer la respiration dans des zones bien particulières du corps pour provoquer davantage l'allongement de l'inspire et l'allongement de l'expire. Et bien tout ça, ça suffit largement pour maintenir l'énergie en nous. Voilà. On n'a en principe pas vraiment le temps d'aller orienter son mental dans des parties, dans d'autres parties du corps. Voilà. Le pranayama comprend déjà, le pranayama authentique, traditionnel, comprend déjà le placement du mental dans différentes parties du corps pour augmenter notre présence et notre capacité respiratoire. Mais aller ailleurs que dans le ventre ou dans la cage thoracique, c'est possible, mais c'est vraiment venir compliquer la chose. Alors après, c'est possible dans un contexte thérapeutique. C'est possible et très intéressant et très pertinent dans un contexte thérapeutique d'utiliser le pranayama et d'orienter le mental sur des zones en souffrance. Voilà, ça c'est possible. Mais ça c'est un autre sujet, c'est pas trop le sujet de ce soir. Mais c'est possible souvent que dans ce contexte-là. Autrement, le pranayama se suffit à lui-même et on n'a pas besoin d'emmener le mental ailleurs que, pour dire les choses simplement et grossièrement, ailleurs que dans le ventre et dans la cage thoracique. Autre question ? Oui, pardon. Là, c'est une question qui quitte un peu le sujet pur du pranayama, mais Marlène te demande comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la vraie intuition, parce qu'il y a tant de chemins possibles. La vraie intuition, on ne va pas trop se poser la question tant qu'on n'est pas en mesure. Excuse-moi Marlène, d'abord merci de ta présence et merci pour ta question. Mais l'intuition, on ne va pas trop s'en préoccuper tant qu'on n'a pas accès au centrage. C'est-à-dire, nous sommes tellement sollicités aujourd'hui que l'accès à l'intuition n'est pas si évident pour tout le monde. Donc on va d'abord, ayant un intérêt pour le yoga, ayant un intérêt pour tous ces outils magnifiques, on va d'abord se prouver sa capacité à se centrer. On va d'abord se prouver sa capacité dans la posture à laisser le corps
subir l'influence de la respiration. Qui fait vraiment ça? C'est compliqué, quoi. On a tendance plutôt à se battre avec son corps quand on pratique la posture. On a souvent tendance à ne pas aimer son corps, qui nous amène à pratiquer la posture. Vous comprenez, il y a beaucoup de relations animales dans notre relation à notre corps, bien que ça s'appelle le yoga et la posture de yoga. Donc on va d'abord se prouver notre capacité à être humble et à rentrer à la maison. C'est-à-dire à retrouver du lien à son corps, à sa respiration et à son environnement. On essaye d'abord d'être dans le champ de son corps, de sa respiration et de son environnement, en déployant les sens en conscience. Tant qu'on ne sait pas faire ça, ce n'est pas vraiment nécessaire de savoir si là c'est la conscience qui me parle ou pas. Parce que quand la conscience me parle, elle me parle, c'est tout, le ressenti est évident. Maintenant, pour respecter ta question et pour aller à l'essentiel, en yoga on met beaucoup en avant 3 types de voix intérieures, 3 types d'élan intérieur, et il n'y a que l'un d'entre eux qui correspond au son de l'âme, au bruit de l'âme. Et bien souvent, ce son-là est tellement loin qu'on finit par ne pas l'entendre. Bien souvent, il y a une fausse intuition. Cette fausse intuition, c'est l'intuition de l'animalité. Il y a une partie de nous qui a besoin de sécurité, qui a besoin de garantie, qui se fout complètement de l'âme, une partie de nous qui n'a rien à faire de l'intuition, qui veut juste de la sécurité financière, matérielle, spirituelle, dans le domaine de la santé, dans le domaine humain, dans le domaine professionnel. Tout assuré. Et puis là, éventuellement, s'ouvrir à l'âme. Tout ça, en vérité, c'est aspirituel. Et pourtant, ça appelle fort dans le cœur. Et ça se reconnaît facilement parce que ça crée une impatience en nous, vraiment. Et ça se reconnaît aussi facilement parce qu'on sait très bien ce qu'on veut et on sait très bien pourquoi. Quand ça vient de l'âme, on sait pas ce qu'on veut et on ne sait pas pourquoi. On sent que c'est juste, mais c'est tout. On n'a pas d'explication. Et ça provoque du courage, ça nécessite du courage et de l'humilité. Donc cette première voie intérieure nous met souvent sur de mauvais chemins. C'est un chemin plein d'arrogance en vérité, et pourtant, malgré tout, rempli de bonnes intentions. Mais la bonne intention n'a rien à voir avec le message de l'âme. La deuxième voie intérieure, c'est celle qui nous invite à vouloir une fois de plus de la sécurité et de l'équilibre, mais non plus pour soi, mais pour le monde, pour la planète. Nous sommes nombreux à être affectés par cette fausse abnégation qui serait de vouloir sauver notre communauté, de vouloir sauver les nôtres, de vouloir sauver notre pays, notre nation, le monde. Nous sommes nombreux à aimer ça. D'ailleurs, une certaine oligarchie, une certaine idéologie politique a très bien compris comment ça fonctionnait chez nous les humains. Et on peut largement nous faire décider des choses à partir du moment où on nous dit que c'est bon pour la planète. À partir du moment où on nous dit que c'est bon pour le climat. Parce que nous sommes comme ça, quoi. Il y a une partie en nous qui aime l'idée d'œuvrer de venir œuvrer pour retrouver un équilibre. Alors c'est une fausse route parce que l'équilibre ne peut venir que de l'ordre intérieur, que de la vie qui nous traverse. Ce sera toujours faux, on va dire, erroné, arrogant de vouloir sauver le monde à partir de la pensée humaine, quoi. La planète est là depuis des siècles et on croit la sauver avec 4 éoliennes et un tri sélectif. Vous voyez, donc il y a comme ça une invitation à comprendre qu'à chaque fois que l'on est convaincu de ce que l'on fait, de ce que l'on doit faire et pourquoi on va le faire, dès qu'il y a cette conviction, que ce soit pour sauver notre peau ou sauver la peau des autres, eh bien il y a une odeur animale, il y a une odeur humaine, il n'y a rien de spirituel là-dedans. En revanche, lorsque vous avez un appel de l'âme, un vrai appel de l'âme, ça calme. Ça calme parce qu'on sent bien la justesse, on sent bien le chemin que l'on doit prendre, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi on doit le prendre et on ne sait pas comment on va le prendre. Et ça fait peur souvent. Ça fait peur, et parce que ça fait peur, mais parce qu'on le ressent encore plus que ça fait peur, on va le faire quand même. Et en le faisant, on va traverser nos peurs et ainsi les déprogrammer. Et de cette déprogrammation, on va évoluer en conscience, on va grandir, on va gagner en densité, on va gagner en énergie, on va gagner en santé spirituelle. Et ça se verra, quoi. Ça se verra tout simplement. Vous allez changer, vraiment. Et c'est ça qu'il faut venir activer, et c'est ça qu'il faut venir éveiller. Voilà, j'ai répondu à la question, j'ai répondu très rapidement. On peut passer 5 jours là-dessus, si vous voulez, vraiment. Mais
comme le dit Julie, c'est le sujet sans vraiment l'être. Donc j'y réponds pour respecter la question, mais on va passer à une autre question s'il y en a d'autres. Oui, il y a deux questions de Florence. Florence te demande, est-ce que tu peux parler des bandhas dans le pranayama? Et elle dit, est-ce que les bandhas sont selon toi enseignables à distance? Alors, merci pour les deux questions de Florence. Alors, les bandages, je n'en ai pas parlé ce soir parce que c'est un sujet en plus. J'en parlerai, malgré tout, une fois que j'ai dit ça, j'en parlerai au travers des troisième stages. Pardon, au travers des 3 stages, et tout particulièrement au 2e stage, c'est-à-dire pas mercredi prochain, mais le suivant. Les bandhas font partie du pranayama. En fait, dans de nombreux textes, les bandhas sont des pratiques indissociables de la pratique du pranayama. Il y a de nombreux textes qui disent qu'aucun effet du pranayama n'est possible tant qu'on n'a pas introduit la pratique des bandhas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les bandhas ce sont des contractions du corps, des contractions de la zone du périnée, des contractions du ventre, des contractions des muscles tenseurs et du plancher de la bouche, différentes contractions du corps pour soutenir l'activité respiratoire, pour soutenir la prise en main de la respiration. Ce ne sont pas du tout des activités présentes dans les postures. On peut les pratiquer dans les postures, mais pour se préparer au pranayama. Alors je parle de bandha de façon, si vous avez déjà pratiqué des choses qu'on vous a nommées le bandha, sachez que très souvent ce qu'on appelle le bandha n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire là actuellement. Donc ne soyez pas déstabilisés du fait de ressentir une sorte de décalage entre ce que vous pratiquez comme étant les bandhas et ce que je suis en train de vous présenter. Moi, ce que je suis en train de vous présenter, c'est une pratique tellement avancée, provoquant une telle contraction qu'on ne peut pas bouger. Voilà, c'est une véritable contraction des muscles tenseurs, du plancher de la bouche, du plancher pelvien et du ventre. On ne peut pas bouger, ça se pratique vraiment dans une posture statique et c'est indissociable de la pratique du pranayama, mais malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut une bonne santé générale, il faut surtout une capacité respiratoire qui devrait nous permettre d'atteindre un minimum de 10 secondes d'inspire, 10 secondes d'apnée, 10 secondes d'expire et 10 secondes d'apnée. Vous voyez, il faut vraiment avoir une bonne endurance respiratoire. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, on oublie le bandha. Et est-ce que c'est enseignable à distance? Oui, totalement, absolument. Voilà. Ce serait, si vous avez un bon débit, une caméra bien placée sur vous au moment de la pratique, je peux personnellement largement, si vous êtes doté d'une intelligence, vous êtes capable d'entendre ce que je dis, et si vous respectez les conditions que je viens de vous présenter, une bonne gestion de la respiration, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir vous l'enseigner à distance. De toute façon, lorsque l'on atteint la capacité respiratoire de 10 secondes d'inspire, 10 secondes d'apnée, 10 secondes d'expire, 10 secondes d'apnée, répétez 24 respirations sans augmentation du rythme cardiaque, quand vous en êtes là, en vérité, vous sentez déjà l'appel des bandhas. Parce que les Italiens, il y a mon amie Peggy là ce soir en live, qui est la dame qui m'organisait les stages, qui nous organise les stages, elle et moi, et qui me traduit depuis une dizaine d'années en Italie. Les Italiens appellent souvent ça le bandha naturel. C'est-à-dire que quand on a une bonne maîtrise de la respiration, à chaque fin d'expire, il y a un début de contraction du plancher pelvien, il y a un début de contraction dans le ventre. Donc on le ressent, quoi. C'est comme l'appel du cœur, quoi. Là, il y a l'appel du bandha. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Un témoignage de Marlène qui te dit « Merci, ça fait peur ». Qu'est-ce qui fait peur, Marlène? D'écouter son âme? En effet, ça fait peur. Mais ça fait peur à qui, Marlène? Ça fait peur à qui? Ça fait peur à quelqu'un, à une partie de nous qui a fait son boulot, voilà, qui peut partir à présent, mais qui ne lâchera pas. Qui ne lâchera pas, qui préfère mourir plutôt que de favoriser la liberté. Donc on a intérêt, on a le devoir de dompter la bête, de la dompter vraiment, de dompter notre animalité, de dompter l'humain, de l'inviter à retrouver l'humilité, de retrouver la patience, la présence, l'écoute, l'amour, l'accueil, la capacité à tout entendre, à tout accueillir, tout. Au-delà de vos principes de vie, au-delà de vos convictions, au-delà comment dirais-je, au-delà de votre dualité, quoi, comme je l'ai dit depuis le début, tout ouvrir. Pas tout accepter, hein, mais juste tout, vraiment se laisser éclairer
par le monde et de cette lumière ressentir ce qui est juste ou pas et aller totalement déployer partout où on le peut cette lumière. Il va falloir, et je me parle autant que je vous parle, il va falloir le faire. Voilà. Ou alors arrêter d'utiliser le mot yoga. Voilà, vraiment, il va falloir le faire ou arrêter d'utiliser le mot yoga. On n'est pas vraiment digne d'utiliser, et moi non plus, hein, nous ne sommes pas vraiment dignes d'utiliser le mot yoga tant que nous n'essayons pas de nous mettre à la hauteur de notre âme. D'autres questions ?